Aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition avec une experte sur le sujet que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, ont peut-être déjà reçu en club, puisque elle est dans sa 9e année d'intervention à l'APM, à plus de 150 interventions déjà, rencontres APM. Et Victoria Pellet-Reimers, donc, vous l'avez reconnue, elle explore l'intuition depuis près de 20 ans et elle intervient sur ce thème en entreprise depuis près de 10 ans. C'est, suite à un burn-out à l'âge de 23 ans qu'elle a changé de vie alors qu'elle se lançait dans une carrière dans le commerce et donc suite à ce burn-out, elle a commencé à se former à la PNL, à l'hypnose ericksonienne et au qigong notamment et au fil du temps, elle a focalisé son intérêt sur cette sensibilité particulière que nous avons tous et que nous appelons l'intuition au point, depuis 2019, d'en avoir fait, de s'y consacrer exclusivement, d'en avoir fait vraiment le centre, le cœur de son activité à travers 3 pôles principalement. Tout d'abord, de la recherche pluridisciplinaire sur le sujet. Je crois que Victoria, tu me corrigeras, tu as été appelée à la fin de l'année dernière à rejoindre un groupe de recherche pluridisciplinaire au CNRS. 2e pôle, autour de l'intuition, c'est la formation, sur, donc ces sujets de l'intuition à travers, son institut qu'elle a récemment lancé, Intuition Open Source et à travers lequel, Victoria forme à la typologie qu'elle a créée des 3 formes d'intuition dont elle va nous parler et également à un outil de connaissance de soi qui s'appelle le profil intuitif approfondi. Et enfin, 3e pôle d'activité sur l'intuition, ses interventions, auprès des entreprises dans le cadre de l'APM, mais également dans le cadre de séminaires, de conférences, internes aux entreprises. Je te laisse, Victoria, compléter si je n'ai pas, tout dit et je te laisse en tout cas la parole sur ce sujet de l'intuition et des biais cognitifs, comment faire la différence? Mm. Eh bien, merci beaucoup Florence et merci à tous d'être là et de participer en direct à cette expérience, cette présentation. Et en effet, ce que j'aimerais pour cette occasion, ce serait de faire profiter en fait la communauté peut-être de ce que vous avez déjà vu, parce que effectivement, ça fait déjà, je ne sais pas combien de capsules on a déjà tourné, Florence, mais J'ai pas calculé, mais pas mal, oui. voilà, un grand nombre. Et, euh, et c'est vrai que, et puis aussi beaucoup me connaissent, ont déjà vu le sujet. Et donc, ce que je vais vous proposer sur cette heure et demie, c'est de m'appuyer aussi sur vous, c'est-à-dire, je trouve intéressant dans un moment comme ça de faire intervenir, d'avoir une interactivité. Mais bien évidemment, je suis à votre disposition pour éclairer euh, ce thème. C'est au-delà de l'intuition, c'est de comprendre ce qui peut distinguer nos intuitions des différents pièges cognitifs. Bon, bien sûr, on parle beaucoup des biais cognitifs, mais ça n'est pas le seul piège, ce n'est pas le seul faux ami de l'intuition. Et en fait, la question à laquelle je vous propose de réfléchir ensemble aujourd'hui, c'est de nous poser sur cette spontanéité. Parce que, en fait, effectivement, une clé, une signature de l'intuition, et c'est aussi sa force, c'est qu'elle soit si rapide, si spontanée. Et, euh, et c'est vrai que Gerd Gigerenzer dit que c'est la plus haute forme d'intelligence, notre intuition. C'est le patron de l'Institut Max Planck. C'est un très grand chercheur, et pour autant, on pourrait s'interroger sur ça et se dire, mais en fait, la spontanéité, c'est intéressant, mais tout ce qui est spontané n'est pas du ressort de l'intelligence. Et pour autant, évidemment, on pourrait, et on va le faire, hein, trouver un peu justement tout ce qui est de l'ordre de quelque chose qui n'est pas réfléchi, qui nous vient spontanément, rapidement, et qui justement pourrait se faire passer par une intuition. J'entends souvent, depuis 10 ans que j'interviens dans le public, auprès du public de l'entreprise plus particulièrement, et notamment à l'APM, mais j'entends beaucoup cette expression c'était une mauvaise intuition, etc. En réalité, il y a beaucoup de confusion, et ce que je vous propose d'apporter aujourd'hui, c'est peut-être une clarté, et de regarder dans ce qui est spontané et pertinent. Comment est-ce qu'on peut justement trouver des clés ensemble
et j'en ai bien sûr à vous proposer, mais vous en avez aussi sûrement. Vous avez certainement réfléchi au sujet, et d'observer comment distinguer, en effet, ces éléments-là. La première chose que je vais vous proposer, ce sera de revenir sur l'intuition, et assez rapidement sur ce que c'est, et notamment sur les mécanismes, et puis cette typologie. La fonction de ce moment, ce sera de donner des choses plus claires, une lisibilité plus grande à l'intuition, et justement nous faire avancer sur, sur un chemin justement de discernement. Discerner, c'est un synonyme de voir. C'est un synonyme de voir quand ça n'est pas si simple que ça. On discerne dans l'obscurité, on discerne dans le brouillard. En fait, on discerne dans l'incertitude, évidemment, et c'est peut-être en comprenant cela qu'on comprend l'urgence aujourd'hui, alors que l'incertitude est si vaste et que c'est vraiment le thème de la décennie, sinon du siècle. Eh bien, c'est important de pouvoir replacer, peut-être, redonner des clés de discernement. Ce que je vais vous proposer, avant de revenir sur l'intuition, c'est d'écrire chacun un mot. Alors, vous êtes tous à un bureau, je vous vois tous attablés. Et donc, un mot qui représente l'intuition, et de pouvoir le positionner, de montrer votre mot à l'écran quand vous l'aurez écrit sur Ou le de top l'écrire dans de le chat si Florence. tu veux, Victoria. Ou sur l'écrire, oui, voilà, c'est moins, c'est moins visuel, mais pourquoi pas sur le chat. Comme tu préfères, mais c'est peut-être plus lisible pour tous dans le chat. D'accord, tu as raison. Merci Virginie. C'est bon pour toi, Victoria, Lumière, tu les vois? connexion, Oui. inspiration, émotion, comprendre, vision, voix intérieure, culture générale, expertise, émotion, présence, spontanéité. Hmm. Alors, présence, on prête en ce qu'il faut, l'instinct. Je pense qu'on a beaucoup de mots qui reviennent. Et ce que vous observez, je vais vous proposer de regarder tous la liste des mots. PM, merci Jérôme. Euh, alors, est-ce que vous pouvez observer sur cette liste merci Manuel pour le gut feeling. Dans le gut feeling, on va retrouver un lien avec, par exemple, l'instinct. On va retrouver un lien peut-être avec la présence, peut-être aussi. Euh, avec Julie qui parle du cerveau reptilien. Quelque chose, et puis évidemment, c'est les tripes. Là, on parle évidemment de tout ce qui va être du registre du corps. Et vous voyez que tout le monde ne parle pas de la même chose. Vous voyez la diversité de ce que vous évoquez tous en ne choisissant qu'un seul mot. Et en réalité, quand on parle de tous les registres du corps, eh bien, vous voyez bien la différence avec la proposition de Virginie sur la lumière, ou Michel, la connexion, Frédéric, l'inspiration, la vision de Delphine, la voix. On est sur quelque chose de visuel, on est sur vraiment une autre manifestation que quelque chose de corporel. Et en effet, ça peut être intéressant d'observer ces trois manifestations, puisqu'il y en a une troisième avec la voix intérieure qu'évoque Christelle. Donc on a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui serait physique, quelque chose qui serait visuel, quelque chose qui serait plutôt comme une voix intérieure. Et nous avons tous une façon de le dire, on pourra se souvenir, on pourra même y revenir, puisque c'est dans le chat, on pourra revenir sur les mots que vous avez choisis. Parce qu'en réalité, ils traduisent tout simplement une partie de votre façon d'être intuitif, votre manière de l'être, et puis à quoi ça vous sert. À quoi ça vous sert parce que vous avez, d'une certaine manière, par exemple, Nicolas nous explique que ça sert à comprendre.
C'est effectivement la façon dont expliquent les grands scientifiques qui sont les premiers ambassadeurs de l'intuition, abordent l'intuition comme une clé de compréhension, et la logique ne servira ensuite qu'à finalement remettre ensemble, remettre en équation des choses qui ont été vues intérieurement et qui ont été des fulgurances qui ont certainement changé euh, finalement notre vie au final, puisque ça a déclenché toutes ces découvertes scientifiques. Donc ça sert à comprendre, ça sert à décider, ça sert aussi à être en relation. L'intuition va se manifester dans des circonstances très différentes. Et disons que si on retrouve ces trois manifestations, je vais partager mon écran juste pour cette diapo. On va retrouver effectivement le ressenti, la vision et la petite voix. C'est ces trois manifestations que peut choisir notre inconscient, justement, notre être profond aussi, pour se manifester et pour manifester finalement quelque chose de l'ordre d'un plus, quelque chose de l'ordre d'une connaissance. Et ça m'amène à effectivement donner cette définition que je reprends cette définition que nous offre le dictionnaire, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. On retrouve bien cette spontanéité, effectivement, mais on y trouve surtout le mot connaissance. Et c'est là-dessus que je vais euh, évidemment vous inviter à réfléchir parce qu'il s'agit de cela, le mot qui fait toute la différence avec les autres registres spontanés qui ne sont pas qui font pas spécialement partie de notre intelligence, mais simplement des choses qu'on pourra voir tout à l'heure quand on abordera les pièges cognitifs et plus particulièrement les biais. Mais si on revient sur l'intuition, connaître, ce serait à comprendre d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire cette connaissance, je vous invite à penser à des personnes que vous connaissez, à, à un métier que vous connaissez, à un pays que vous connaissez. Et simplement d'observer à quoi vous connaissez cela. Et d'observer que ça n'est pas seulement ce que vous savez des personnes, ce n'est pas seulement des données, c'est tout un univers très très vaste et probablement infini, et qui concerne en fait toute cette expérience. Expérience a été un mot que vous avez mentionné notamment aussi. Et cette expérience, elle est à proprement parler à la fois immense, infinie, mais vertigineuse même dans son ampleur, et extrêmement variée. C'est même la particularité des êtres humains, d'avoir une expérience pluridisciplinaire. C'est notre force par rapport à l'intelligence artificielle, qui va être très puissante, mais dans un registre extrêmement précis. Nous avons une expérience extrêmement riche de tout ce que nous avons ressenti, vécu, compris, perçu, et cela même très, très au-delà de ce dont nous avons conscience. Et en fait, en réalité, c'est vraiment à partir de ce registre de l'inconscient, finalement, ce registre de la connaissance de tout ce que nous avons vécu depuis que nous sommes au monde, que quelque chose va se passer dans certaines situations de décision, d'orientation, un moment de relation, quelque chose qui surgit autour de nous à partir d'une situation réelle, vécue, mais quelque chose qui va peut-être sortir de l'ordinaire. Ce matin, nous avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec les moments de nouveauté, les moments d'incertitude. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va trouver à la fois des intuitions et des risques de biais. Ce que je vais vous proposer à présent, c'est d'observer, avant de vous donner ces 4 registres de l'intuition, c'est d'échanger entre vous sur les différents registres de l'intuition. Je vais vous proposer d'échanger à 3, dans des sous-groupes de 3, sur les différentes situations dans lesquelles se manifeste votre intuition. Alors, ce sera peut-être l'occasion au départ de commencer par la façon dont ça se manifeste pour vous. Est-ce que c'est par le corps? Est-ce que c'est par quelque chose de visuel, de visionnaire, comme un flash, comme des rêves, comme une lumière? Ou bien est-ce que cette petite voix intérieure, cette voix de sagesse bien différente du bavardage mental, qui vous oriente et qui vous guide? Et puis d'aller en effet ensuite échanger
par groupe de 3 sur les domaines, les registres dans lesquels votre intuition vous est utile, dans lesquels votre intuition se manifeste. Je vous invite dans un sous-groupe, on va pouvoir utiliser 5-6 minutes. Qu'est-ce que tu en penses, Florence? Oui, oui, très bien, parfait. Je suis prête. Quand tu me dis le go, je lance les groupes. Allez, on y va. Si la consigne est claire pour tout le monde, voilà, dans quel registre s'exprime votre intuition? Et peut-être aussi, vous pourriez commencer à repérer dans quel domaine vous avez observé que c'était moins pertinent. C'est intéressant cette frontière. Pertinence, moins de pertinence. Alors, justement, je vous propose peut-être que l'un d'entre vous, enfin, ou voilà, spontanément, tout simplement, puisque c'est le mot du jour, vous puissiez exprimer ce que, justement, les différents registres dans lesquels vous avez pu, voilà, ce qui est sorti essentiellement, pareil, avec un mot, pour résumer, dans quel domaine votre intuition, et oui, Nicolas, c'est pas pour résumer ce qui s'est passé pendant ces 10 minutes d'échange, mais pour vous, euh, individuellement, dans quel domaine l'intuition se manifeste le plus particulièrement? Tu veux qu'ils mettent ça dans le chat encore, Oui, Victoria? voilà. Oui. Ça commence avec Jérôme, avec Nicolas à décision, hein, Victoria. Décision. Donc c'est intéressant parce que effectivement, quand certains ont observé justement qu'il y a des registres où c'est présent plus que dans d'autres, et effectivement, là, ce qui ressort pour le moment, ce sont deux domaines en particulier, le domaine des décisions, le domaine des relations. Et effectivement, certains vont commencer à observer aussi que ça peut être un petit peu tout le temps et que ça dépend peut-être. Là, Virginie, quand tu évoques quand je suis à l'écoute, là, c'est plus une clé sur ce qui permet qu'elle émerge, hein, effectivement. Et puis, il y a un troisième domaine, intuition et rêve. Comment? Et puis, Michel évoque l'intuition visionnaire. Alors, je partage à nouveau juste une petite diapo pour vous présenter ces trois formes d'intuition que l'on peut voir dans les différents registres, notamment tous les projets collectifs. Et c'est pourquoi en entreprise, on peut observer ça. Il n'y a pas une seule organisation qui peut se passer d'intuition visionnaire, c'est-à-dire cette intuition qui est qui est en relation avec la complexité, qui nous vient comme une image, comme un flash, cette fulgurance et qui peut nous donner cette big picture sur ce qui peut se produire sur un projet complet, mais aussi sur quelque chose, sur un temps qui n'est pas encore là. Et donc, la question du rêve, notamment qui a été posée par l'une d'entre vous, se pose à cet endroit-là. L'intuition visionnaire, c'est notre inconscient qui nous donne effectivement une intuition sous la forme d'une image ou de quelque chose d'intérieur de visuel qu'il est souvent difficile à partager, à expliquer, aux autres, en tout cas très difficile à expliquer, puisque c'est quelque chose qui nous vient à propos souvent de la complexité ou tout simplement d'un temps qui n'est pas encore là, donc on ne peut pas le démontrer, à la différence de quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'intuition relationnelle ou de l'intuition contextuelle, qui s'appuie sur le présent. Et où là, de ce fait, nous pouvons enquêter, nous pouvons aller chercher, vérifier et nous appuyer aussi sur cet aspect logique, cet aspect de la déduction en nous. L'intuition visionnaire est donc vécue comme quelque chose de très, très différent et les personnes qui s'ouvrent à ce registre-là apportent, apportent un registre très important dans un projet. Évidemment, on a besoin de se laisser éclairer, de se laisser inspirer, et ce sont ces mots-là qui vont nous venir. Et effectivement, alors que dans nos décisions et dans nos relations, on va être dans quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus appuyé sur quelque chose de physique, quelque chose qui va se traduire justement par le gut feeling comme ça a été évoqué, comme le disent les Américains. Mais c'est pas limité aux tripes, justement. Et c'est intéressant parce que quand on travaille à l'écoute des signaux, on peut observer des messages, enfin, en tout cas des signaux extrêmement précis. C'est-à-dire que avec de l'attention, de la disponibilité, nous pouvons nous rendre tout simplement
oui, simplement disponible, à observer de quelle manière va s'exprimer notre intuition plutôt en faveur de quelque chose, donc un signal qui serait plutôt positif, ou un signal qui serait plutôt une alerte, ou un signal de retrait, ou un signal qui nous dise, qui plutôt nous indique de ne pas aller ou dans une direction, ou d'être plutôt prudent dans une relation. Donc on va observer, et c'est très juste que ces trois formes d'intuition, euh, ce n'est pas du tout limitatif. L'objectif de cette typologie, c'est plutôt de la rendre visible et de comprendre comment, dans cette diversité, vous voyez qu'en étant seulement une vingtaine, vous observez la diversité de ce que vous dites. Et que cette typologie que je propose depuis 2019, elle permet de comprendre les différentes manières d'être intuitif pour déjà limiter l'aspect du débat quand il s'agit de partager nos intuitions, en particulier dans les projets, et d'observer que nous avons donc tous une tendance, une sensibilité particulière. Et j'aime à parler de sensibilité, parce qu'en réalité, ce dont vous avez témoigné, certains étant en intuition permanente apparemment, en tout cas tout le temps, c'est souvent le cas des hyper-intuitifs. Ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule, ces différents degrés d'ouverture de l'intuition et les profils que ça donne. Mais en réalité, c'est d'observer ce qui est caractéristique chez vous. C'est-à-dire, certains, par exemple, ont dit, Serge évoque, par exemple, la situation pro, alors que Laurent est plutôt dans un registre d'amitié. Vous observez que c'est tout simplement à quel moment quelque chose de suffisamment sensible en vous s'exprime pour devenir conscient. Qu'est-ce qui tout à coup émerge depuis toute la connaissance, tout ce que vous êtes, toute la nature que vous êtes en tant qu'être unique, mais aussi tout ce que votre parcours personnel et unique également a pu générer. En fait, chaque expérience vécue, absolument chacune, génère une modification qui se lie même dans la géographie de notre cerveau, dans la façon dont les réseaux neuronaux sont organisés. Et plus nous donnons notre attention à certains registres, plus la sensibilité augmente. Tout simplement, les réseaux neuronaux sont de plus en plus denses dans les moments, les endroits où nous avons donné le plus notre attention. Vous voyez, il y a quelque chose de très logique finalement. Alors ça paraît curieux ce mot-là au milieu d'un sujet comme l'intuition, et pour autant, sans vouloir surtout résumer l'intuition à cela, il y a une partie de cette forme d'intelligence que nous pouvons comprendre comme étant le résultat de ce à quoi nous avons donné notre attention, et ce qui finalement est important pour nous. Parce que c'est à ce moment-là que quelque chose peut surgir et venir comme une forme de synthèse de tout ce que nous avons perçu. En réalité, il se passe deux choses, j'aime à dire deux verbes. Je vous propose d'imaginer tous un arbre. Un arbre, un arbre avec des racines, évidemment, et un arbre avec un grand pied. Et finalement, dans ces racines, il y a toute notre histoire, et peut-être même aussi, je ne sais pas, peut-être, c'est un fait, il y a l'histoire qui nous précède. L'histoire qui nous précède depuis notre famille, mais aussi plus largement dans la famille humaine. Et donc, notre intuition, elle va puiser dans cette histoire-là, dans cette connaissance-là. Mais elle ne va pas se résumer à puiser. C'est pourquoi je m'élève contre l'idée que l'intuition ne serait que un produit de l'expérience, serait seulement une forme de digestion de ce qui a été vécu, et comme un programme à simplement sélectionner ce qu'il y a de plus efficace. Ce serait à ce moment-là effectivement très proche de l'IA. En réalité, ce qui est intéressant, c'est ce que nous faisons du présent et ce que nous faisons des signaux faibles, qui annoncent quelque chose d'autre que le présent, quelque chose qui n'est pas encore là. Et notre conscience, elle a cela. Et il y a ce deuxième verbe. Je puise dans mon expérience, mais aussi je capte. Je capte les signaux faibles, je capte ce qui est présent. Et évidemment, je ne capte pas tout. L'intuition, ce n'est pas de l'omnipotence, ce n'est pas de l'omniscience. Il ne s'agit pas de là, il s'agit de
ce à quoi, moi, être unique, dans une situation nouvelle, parce que c'est toujours une situation nouvelle, par exemple maintenant, qu'est-ce que je vais puiser de mon expérience? Qu'est-ce que je vais capter de ce qui se passe là, des personnes qui sont là, des situations qui sont là, voire même des situations qui s'annoncent? Comment est-ce que de tout cela, il va y avoir une synthèse pertinente qui va m'être présentée et qui va m'être présentée sous la forme soit d'une image intérieure, soit d'un ressenti, soit d'une petite voix, une petite voix qui peut être immense en réalité, et tout simplement dont on sait par le ton qu'il y a quelque chose de profondément sage, comme disait Socrate quand il disait je ne sais rien. Quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est mon daimon. C'est intéressant d'observer qu'en grec ancien, daimon signifie celui qui aide et non pas le démon avec toutes les représentations qu'on peut avoir. Donc c'est intéressant que d'observer que effectivement on peut se laisser aller dans un endroit où cette connaissance euh, finalement est animée par quelque chose qui serait assez mystérieux et qui est en fait cet aspect de soi, cet aspect de soi qui connaît, qui va délivrer quelque chose. Et ce ne sera jamais exhaustif. Nous avons des perceptions uniques du fait de notre nature, notre être, du fait de notre parcours, et cela génère un profil. Alors on pourrait dire, le profil, ce n'est pas nous, hein, mais ça parle de nous. Nous avons donc un profil intuitif qui est unique à chacun, avec des tendances que l'on peut voir. Mais ce qui est important et ce qui est très passionnant dans les groupes euh, où règne la diversité, et notamment l'entreprise est exactement cela, un groupe dans lequel règne la diversité, de façon absolument incroyable et parfois de façon pas forcément confortable. Mais néanmoins, ce qu'on peut ramener avec l'intuition, c'est que chaque personne va, par ce qu'elle est et par son intuition particulière, son profil intuitif, percevoir quelque chose qui sera toujours partiel, puisqu'en fait, euh, on pourrait aussi l'approfondir, mais finalement, l'intuition, ce serait effectivement ce que je puise de mon histoire et ce que je capte. Mais finalement, c'est cette synthèse pertinente qui est intéressante et qui sera toujours une parcelle de réel. Suivant la confiance en soi de chacun, les personnes vont avoir tendance à penser que c'est la vérité ou au contraire à avoir tendance à ne pas avoir confiance, à attendre de vérifier, etc. Nous voyons à quel point l'intuition est une chose, mais en réalité, ce qui importe le plus, c'est la relation que nous avons à cela. La relation personnelle que nous avons, que nous nourrissons, que nous entretenons, plus ou moins consciemment d'ailleurs, avec cette, cette part de notre intelligence qui est là pour chacun, qui est universelle, qui a toujours été là dans les moments de chaos, de nouveauté, dans tout ce que nous avons à relever, effectivement, à chaque fois que nous avons une décision à prendre, à chaque fois que nous sommes en relation, à chaque fois que nous avons quelque chose de complexe ou quelque chose qui s'annonce et dont nous avons besoin de percevoir plus en finesse ce qui se passe. Étant donné que c'est partiel et que c'est forcément imparfait, il y a, euh, il y a une nécessaire lucidité et même, je dirais, une certaine honnêteté à trouver pour observer quelle est la part d'intuition qui peut me venir et quel est l'endroit où ça n'est pas mon registre, ça n'est pas ma sensibilité, je vais avoir besoin de toi qui est différent de moi et qui va avoir une intuition sans doute complémentaire. Si c'est une parcelle de réel, alors c'est intéressant de pouvoir dialoguer et mettre en relation ces différentes formes d'intuition, non pas pour voir qui a raison évidemment, mais plutôt pour observer quel est le paysage qui émerge lorsque nous mettons en lien, par exemple, les émotions, les gut feelings, la lumière, la petite voix de chacun de nous aujourd'hui dans ce groupe ensemble de la capsule à propos d'une situation nouvelle. Donc voilà ce qui pourrait être à proposer. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi, Florence, s'il y a des questions ou des remarques à ce stade, et vous pouvez en poser, même si on gardera un temps pour la fin, à partir de midi 10, on prendra un temps de questions-réponses et d'échanges. Mais bon, avant d'aborder ce que c'est qu'effectivement, ce qui peut être justement
ce que n'est pas l'intuition, puisque nous venons d'aborder ce que c'est. On va donner une deuxième partie à ce que ça n'est pas et quels sont les faux amis de l'intuition. Mais à ce stade, est-ce que vous avez des partages? Florence, quelle est ta vision de ce qui se passe dans notre communauté ce midi? Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole directement. On n'est pas très nombreux si vous voulez poser une question, faire une remarque à Victoria à ce stade. Vous avez la parole. Alors, on continue. On continue. Ah, non? D'accord, je croyais que Non. Véronique levait la main, mais non. Non, 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 d'accord. Vas-y, On Victoria. embarque, on embarque. Alors oui, si, il y a effectivement Nicolas qui pose cette question, une intuition est-elle toujours bonne? On est au centre de la thématique d'aujourd'hui, donc merci Nicolas. Il y a deux manières de répondre à cela. Il y a deux manières d'aborder cette question. Une intuition est-elle toujours bonne? En fait, étant donné que je puise dans mon expérience et que je capte les signaux, si effectivement, Nicolas, vous êtes dans une situation de décision, par exemple, professionnelle, vous allez vous appuyer sur toute l'expérience que vous en avez, et puis sur des paramètres qui sont spécifiques, qui ne sont peut-être jamais arrivés avant aujourd'hui, et justement auxquels vous êtes sensible. Et vous allez, de ce fait, et on peut tous comprendre ça, nous captons effectivement une parcelle de ce réel par rapport à l'incroyable et vertigineux nombre d'informations qui nous parviennent, des informations sensorielles qui nous viennent, plus le traitement cognitif que nous en faisons. En fait, c'est une agitation permanente dont nous n'avons pas conscience. Et bien de tout cela, nous allons ne recueillir qu'une partie. J'aime à m'appuyer sur la métaphore très belle de Henri Laborie, celle qu'il nous propose pour comprendre notre inconscient ou notre conscience même de façon plus générale. Henri Laborie nous disait que l'inconscient, c'est comme une mer profonde, comme un océan, et ce dont nous avons conscience ne serait que l'écume qui se fait et se défait sur la crête des vagues. En l'occurrence, quand on n'a que l'écume, à propos d'une situation, même si cette écume est parfaitement juste et pertinente parce que nous sommes expérimentés, parce que nous sommes particulièrement présents, pour reprendre ton magnifique mot, Michel, effectivement, même si nous avons ce degré de présence suffisant pour que notre expérience, expertise soit vraiment active et au service de ce qui se passe, même si nous avons cela, eh bien, ça restera partiel. C'est pourquoi c'est un petit peu comme une part de puzzle, comme une pièce de puzzle. Plus nous sommes expérimentés, plus le puzzle est composé d'une certaine manière. Voire, plus nous sommes présents à ce qui se passe et plus nos intentions sont claires, plus ce puzzle se compose. Mais Nicolas, effectivement, ça n'est pas suffisant pour tout définir et pour tout expliquer. Il va donc y avoir des manifestations, il va y avoir des aspects qui peuvent être dans l'aspect non couvert de notre puzzle. Et auquel cas, notre intuition, en effet, et on peut redevenir simplement, revenir dans le réel, je dirais, notre intuition n'est pas toujours bonne dans le sens, elle n'est pas complète, elle n'est pas omnisciente. D'accord? Et puis aussi, il peut y avoir des erreurs, c'est pour ça que j'aime à répondre aussi que déjà, avant de savoir si une intuition est bonne, ce serait important de vraiment d'abord vérifier si notre intuition est véritablement une intuition ou bien si c'est quelque chose de spontané qui nous vient comme ça, hein, sans réflexion. Je vous rappelle la définition. C'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Alors, effectivement, dans ces cas-là, c'est vraiment d'observer ce qui se passe de plus près. Alors, il y a des différentes questions que je pourrais traiter à la fin, notamment la question de Véronique, la question de Jérôme aussi, qui est une question de débat à laquelle on pourra revenir, qui est très intéressante aussi, et qu'on pourra revenir une fois qu'on aura abordé tous ensemble, si vous le voulez bien, le registre des biais et des autres pièges cognitifs, des faux amis de l'intuition. Je vous propose de justement réfléchir peut-être en vous appuyant sur l'échange que vous avez eu ensemble. Quels sont, d'après vous, les pièges, les
les choses qui sont spontanées, qui viennent sans réfléchir, qui ne sont pas du registre de la logique, donc on est bien dans l'irrationnel, mais qui ne seraient pas nécessairement une part de notre intelligence, qui ne serait pas de l'intuition. Dans les situations de relation, par exemple, dans les situations de décision, dans les choses qui peuvent nous venir comme ça spontanément, d'après vous, et je vous invite à, à proposer vos hypothèses ou même ce que vous voyez clairement comme étant les faux amis de l'intuition. Je vous invite à les exprimer dans le chat également. La pression sociale, les biais de confirmation, les sentiments, l'envie, l'autoconviction à propos d'un choix dont on fonde envie, la peur de décevoir, l'automatisme, la fatigue, l'entêtement, nos certitudes. Voilà, mais c'est très riche. Je savais que vous aviez déjà toutes les informations, vous aviez déjà tout en vous. Vous voyez que si on les met tous ensemble, on a déjà une belle liste. Une réaction d'ordre affective, les émotions, les ressentis, les idées reçues. On a déjà un très grand panel et effectivement, je dirais qu'il y a des tas de choses dans ce que vous dites qui sont déjà très justes et je vais vous proposer de les retrouver sur... alors, attendez, je vais arrêter le partage parce que quand je sors, il faut que... Alors, là, voilà, je reviens. Je partage à nouveau mon écran pour lever le suspense sur les faux amis. Et en fait, vous l'avez levé évidemment tous ensemble. Déjà, en retrouvant le chat, on a déjà pas mal d'éléments. Alors, l'intuition, elle est un petit peu comme cette cascade, on pourrait imaginer une source. Et finalement, c'est que nous ne voyons que cela, nous ne voyons que l'aspect qui émerge, qui est fulgurant, cette fulgurance est comme une connaissance immédiate et directe sans recours au raisonnement. C'est que sans compter sur le fait que cette cascade, cette source, elle n'est pas inventée, délivrée par les rochers où elle apparaît, où elle jaillit. Évidemment, elle a une histoire avant de jaillir. Et c'est pourquoi nous appuyons plutôt sur cette image de l'océan et de l'écume. Alors, en effet, pour rappel et pour comprendre ce que c'est qu'un faux ami, on va se souvenir qu'il s'agit bien d'une connaissance et non d'une opinion, d'un réflexe, d'une habitude immédiate et directe. Et ça peut nous aider. Et voilà la liste des faux amis. En tout cas, ce n'est pas une liste évidemment exhaustive, c'est plutôt des familles. Il y a la famille des biais, la famille effectivement, et la famille, on pourra y revenir, évidemment, on va y revenir, mais pour préciser simplement, dans l'intuition relationnelle, qu'on a juste évoqué tout à l'heure, évidemment, quelque chose de spontané et absolument pas du registre de l'intelligence, ça va être tout ce qui est du registre de nos préjugés, de nos projections. Effectivement, Michel, comme tu parlais des attentes affectives, ça c'est une très bonne remarque, un très bon exemple qui montre que c'est quelque chose qui va se placer entre soi et ce qui se passe. C'est-à-dire quand je capte ce qui se passe à propos de l'autre, est-ce que je suis disponible pour recevoir qui est cette personne et quel est par exemple son type son état, son intention, sa présence, est-ce que je suis disponible à qui est là, ou bien est-ce que je suis en train déjà de commenter, de faire et de m'appuyer sur mes commentaires pour me faire une idée et penser que c'est une intuition, alors que nous sommes en effet soit dans un préjugé, soit dans une projection. D'autres aussi, parmi vous, on parlait des automatismes, je parle même des biais d'expertise, parce qu'en réalité, on voit l'expertise, et ça a été cité, c'est vrai, comme étant une source d'intuition, et c'est tellement juste. Parce qu'en effet, il s'agit d'une expérience tellement poussée dans un endroit qu'on va y être biologiquement tout simplement sensible et qu'on aura besoin d'une fraction de seconde quand quelqu'un d'inexpérimenté aurait besoin de vérifier beaucoup plus longuement ce qui se passe avant de capter l'essentiel. Et simplement, ça requiert de la présence. Quand nous sommes dans un automatisme, dans simplement une routine et une habitude, ce qu'il y a de nouveau ne sera pas là. Vous vous souvenez de cette métaphore de l'arbre que je vous ai proposée. En réalité, quand on ne repose que sur notre expertise et que sur notre expérience, sans rien capter de ce qui se passe
de réel et de disruptif, par exemple, de différent, d'unique. Si nous restons que sur l'expérience, nous ne sommes pas un arbre, nous sommes une souche. Donc, ça ne sert pas exactement le même projet. Et effectivement, là, il s'agit plutôt de revenir en présence pour revenir en intuition. Et puis, il y a, ça a été cité effectivement aussi, alors les émotions, les ressentis, pas toujours, parce qu'une émotion, c'est un indicateur. Et ça peut être justement, notamment dans les découvertes scientifiques, elles étaient toujours accompagnées d'une très grande émotion. Mais c'était une joie, une sorte une joie profonde à tout à coup devant l'évidence, la joie, la délivrance d'une découverte. Mais pour autant, c'est très spécifique, hein. La découverte scientifique, ça ne nous arrive pas tous les jours et peut-être pas à tout le monde non plus. En revanche, nous avons tous vécu plutôt quelque chose de l'ordre de la perturbation émotionnelle. En fait, dans les faux amis de l'intuition, nous avons des biais, mais nous avons aussi tout le registre des perturbations émotionnelles, c'est-à-dire des émotions qui sont soit inappropriées avec la situation, soit trop présentes pour justement nous laisser percevoir ce qui se passe, c'est-à-dire que cela encombre notre perception de ce qui a lieu, et évidemment, cela nuit à notre discernement. Et c'est pourquoi évidemment, la question, c'est de pouvoir s'appuyer sur des clés de discernement. Mais avant cela, je reviens effectivement sur la diapo précédente pour rapidement revenir sur ce que c'est qu'un biais, puisque Florence, tu partageais qu'il n'y avait pas eu de journée spécifique là-dessus, enfin de capsule sur le sujet. Bon, vous trouverez toute une littérature, on va passer simplement sur, sur le rapport avec l'intuition. En réalité, si nous prenons à nouveau ce réel dans lequel nous sommes, nous puisons dans notre expérience pour appréhender tout ce qui nous arrive et pour être en relation, nous sommes présents à ce qui a lieu. En réalité, quand dans le réel, quelque chose de nouveau, certes, est là, peut se manifester à nous, et ce quelque chose n'est pas forcément confortable, n'est pas forcément agréable après, tout simplement, nous ne sommes pas prêts à capter certaines choses que pourtant notre corps capte, pourtant nous le savons. Il y a cette expression au fond de nous, nous le savons. Après coup, justement, une fois qu'on a pris une décision qui était peut-être sous l'effet d'un biais, nous nous en rendons compte après, nous avons cette fameuse expression, on s'en veut beaucoup et on se dit, mais au fond de moi, je le savais. Au fond de moi, je le savais. Et on s'en veut parce qu'effectivement, on réalise que au fond de soi, il y a véritablement une connaissance. On avait cette connaissance immédiate et directe, et quelque chose s'est placé entre soi, cette connaissance, et puis la décision que nous prenons, le comportement que nous adoptons, et qui est finalement est sous influence. En réalité, alors que les perturbations émotionnelles sont plus une réaction à ce qui peut se passer et qui peut nous dépasser, nous encombrer même et nous priver de discernement. De la même manière, à un niveau extrêmement rapide et surtout de manière totalement inconsciente, lorsque le réel nous présente quelque chose que nous ne sommes pas prêts à accueillir, nous allons littéralement biaiser le réel, nous détourner de cette information et en fait rester sous l'influence, hein, parce qu'il s'agit vraiment de l'auto-persuasion, ça a été dit aussi dans le chat, c'est-à-dire de la manière de tout l'ensemble des influences sous lesquelles nous préférons rester, et cette préférence n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente et pourtant, après coup, nous serons capables de dire qu'au fond de nous, nous le savions. Nous avons juste choisi, et c'est une sorte de préférence très court-termiste la plupart du temps. Et c'est une stratégie qui va aller plus vers ce que finalement, on va rester attaché à ce qu'on préférait que ce soit, ou à des principes qui nous paraissent importants, et le réel qu'on capte, c'est pas OK, c'est tout simplement inimaginable. Je reste attaché à ce que finalement, la représentation. Je peux rester attachée aussi à ma place dans le groupe et rester sous l'influence
de la majorité ou d'une personne avec un charisme différent, et donc ne pas attribuer de valeur à pourtant cette connaissance qui m'est venue, cette intuition qui m'est propre en tant qu'être unique. Donc en réalité, les biais cognitifs, le rapport à l'intuition, c'est tout simplement quelque chose qui vient immédiatement après. On a une sorte de chronologie et on peut y revenir avec, on peut se donner des clés de discernement. Et c'est une méthode, hein, tout ce que on est en train de voir, c'est effectivement une méthode voilà, que j'observe et que je mets au point, et qu'au fur et à mesure, je peux observer ces fruits-là, et notamment dans des clés qui peuvent tout simplement s'avérer utiles. Et j'en ai observé 5. C'est vraiment comme un processus pour retrouver ce discernement. Et en réalité, cette méthode, j'aime à dire qu'elle a pour objectif de dire au présent. Au fond de moi, je le savais, de plutôt préférer de la dire au présent. Après, c'est pas confortable. C'est vraiment un travail, un processus qui n'est pas simple et qui demande, encore une fois, à être honnête. En réalité, de contacter un endroit qui se la raconte pas. On voit qu'on est vraiment dans un registre de l'intime et qui n'est pas toujours simple à voir seul. On a souvent besoin de la relation, une relation bienveillante, une relation aussi sans complaisance, ou tout simplement, tout simplement justement, ça n'est pas, c'est simple, mais ce n'est pas confortable de faire ce travail de discernement. Je vais vous proposer, je vais sortir du partage. Il est 12h01. On va continuer là-dessus, simplement en vous laissant à nouveau la place. Florence, est-ce on aurait le temps d'un court sous-groupe à nouveau sur des clés, ou est-ce qu'on s'appuie sur le chat? Quelle est ton appréciation du meilleur mode maintenant? Je pense que comme on n'est pas très nombreux, on peut s'appuyer sur le chat. Ouais, d'accord. Ok. Donc, tu souhaites Donc moi, la question que je pose au groupe, c'est, compte tenu de ce que je propose, avec lequel d'ailleurs vous êtes peut-être en accord, ou peut-être que vous avez une lecture différente de l'intuition versus les biais et autres pièges de notre discernement, avant de partager effectivement les grands traits de cette méthode, quelles seraient vos clés de discernement? Quelle serait votre proposition pour effectivement distinguer ce qui est de l'ordre de cette intuition, cette connaissance, ce qu'au fond de soi nous connaissons, nous savons, et tous ces jeux d'influence? On peut être influencé par nos émotions, on peut être influencé par effectivement tout ce qu'on se raconte et tout ce que nous craignons. Alors Nicolas a trouvé son coach. Bravo. Et c'est vrai que l'intimité, la connaissance approfondie, c'est magnifique, parce que, enfin, quand on est à deux, qu'on se voit évoluer, parce que l'autre, euh, pour peu que nous ayons bien cette bienveillance, cette acuité, le fait d'être, on devient très expérimenté des réactions de l'autre, de ce que nous percevons et que l'autre ne voit pas. Donc, effectivement, quand on est votre épouse, Nicolas, a cette possibilité, et vous, Nicolas, pour elle, d'être ce pas de côté, d'être naturellement en méta et en connaissance, et à la fois du sujet et de la personne qui est là. Et donc, parfois, c'est souvent, ça peut être une personne qui peut nous dire, bon là, tu es peut-être en train de te la raconter quand même. Et parce qu'il faut un certain nombre. C'est l'amour, en fait, hein. L'amour, ce n'est pas de la complaisance. Il faut pouvoir dire les choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre. Le lieu d'origine de l'idée, trip ou ailleurs, mais je rejoins Nicolas. Ok, sur le conjoint. Prendre du recul, Serge, seul ou à deux, personne de confiance, oui. La présence de la surprise. Je suis surpris moi-même dans l'intuition. Cela fait partie de moi, mais c'est plus grand que moi. Yannick propose de faire une pause et de respirer. Michel s'appuie sur le silence. Alors, et puis Michel Chéreau, cette fois, se départir de ses vérités pour s'ouvrir à la réalité, le meilleur substrat de l'intuition, si j'entends bien. Effectivement,
Ça peut être, on peut retrouver ça. Est-ce que vous vous êtes tous exprimés? On va retrouver dans ces biais, alors attendez juste un instant. Alors, voilà, je reviens. Je partage, euh, je partage mon écran avec la première clé. La première clé est venue parmi vous. Le silence, la pause, prendre un peu de recul, c'est la première chose à faire, en effet. Ça paraît contre-intuitif ou enfin, assez curieux, en effet, de prendre du temps. En réalité, ce que souvent je rappelle, c'est qu'on peut le vérifier simplement pour soi. Une intuition, ça n'est pas fugace, à la différence des idées. Et que ça peut être vraiment intéressant pour le discernement de prendre un temps. Dans ce temps, évidemment, et c'est un temps seul ou à deux avec ce registre de confiance qui va être absolument nécessaire parce qu'on va s'ouvrir dans notre vulnérabilité et on peut être prêt, effectivement, parce qu'il s'agit justement de retrouver le chemin de ce que nous avons bien devant nous, de ce qui est là, de ce que nous savons. Mais on a besoin d'un petit laps de temps, d'un processus euh, pour le retrouver et pour être justement en confiance avec ce que nous savons au fond de nous. Alors, la confiance, je trouve très intéressant la proposition aussi de ta proposition, Frédéric, sur la surprise. En l'occurrence, c'est quelque chose qu'on va explorer, tu vois, Frédéric, et puis à tous, tout le monde à Nantes, c'est ce que nous allons explorer avec Bertrand Robert lors de la convention. On va se donner 1 heure et demie pour explorer le fait d'accueillir l'inattendu. Et c'est vraiment intéressant, Frédéric, de le noter parce que cet aspect de surprise, on peut même l'associer à l'évidence. C'est particulier, l'intuition, c'est une évidence surprenante. Donc, en effet, dans ce temps d'arrêt, on peut aller regarder ce qui s'est passé. On peut regarder simplement, OK, quand je reviens sur le contexte, quand je reviens sur ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est produit? Et en effet, notamment l'élément de surprise. Ça peut être intéressant. Merci pour cet apport. Et puis, on va aborder ensuite 2 registres bien particuliers pour justement explorer plutôt ce qui encombre cette évidence, ce qui se place entre mon intuition et moi. Et donc, les 2 registres, ça va être en gros, qu'est-ce que tu espères et qu'est-ce qui t'inquiète? Et justement, vous pourrez garder ces questions pour vos conjoints ou simplement l'explorer ensemble, parce que c'est vraiment très puissant. C'est ce que euh, j'observe dans ce processus, quand tout à coup, on prend cette situation. Si je reviens sur le temps de pause, le premier temps de pause, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? De pouvoir le nommer, de pouvoir euh, le dire dans une phrase le plus factuelle possible, le plus euh, détaché, neutre si c'est possible, même si c'est pas très. Mais le plus factuel simplement. Voilà, il se passe ça, j'ai une décision à prendre, il y a cette personne-là, il y a cet enjeu-là, par exemple. Voilà, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir aussi dans ce temps-là évaluer l'état dans lequel nous sommes, d'observer est-ce que je suis disponible, est-ce que j'étais disponible au moment des faits, quel est mon état, d'évaluer l'état interne là-dedans, et puis de pouvoir retrouver un niveau correct de calme et de disponibilité. C'est pourquoi le registre du silence est intéressant, c'est pourquoi la respiration est essentielle, c'est pourquoi toutes ces techniques, évidemment, dans ce temps de pause, c'est ce que nous faisons dans cette étape-là en général, effectivement, c'est le traitement des perturbations émotionnelles éventuellement pour revenir à un niveau de calme, pour pouvoir apprécier ces 2 questions-là. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce qui t'inquiète? Et là, il y a effectivement tout un accompagnement en lucidité bienveillante pour aller regarder tous les endroits où on se raconte une histoire, soit une histoire qui fait plaisir, qui fait rêver, soit, et peut-être quand on embellit un petit peu la situation et que nous savons parfaitement que nous faisons cela. Et puis l'autre registre qui est quand je m'inquiète
peut-être que je me le raconte aussi. Alors cette fois, c'est plutôt une histoire qui fait peur, et on est plus dans un... Et là, peut-être qu'on exagère un peu dans les risques. Et donc, on peut jouer, enfin, la méthode, justement, s'appuie sur des questions puissantes pour aller retrouver finalement les registres où nous exagérons, où nous sommes quelque part en train de, de nous auto-convaincre, soit dans un registre, soit dans un autre. Et ce que j'observe depuis ces années de ce processus, de pratique de ce processus, c'est que très souvent, on va avoir plutôt l'un que l'autre, suivant les tempéraments. Souvent, des personnes vont rester dans le registre de ce que j'aimerais et ce que j'espère, etc. Notamment le biais de confirmation, puisque ça a été cité 2 fois. Je vais valider ce qui va être présent. En fait, je vais simplement sélectionner des choses qui vont en faveur de ma théorie ou de ce que je veux, sans prendre en compte les signaux faibles qui pourraient peut-être m'aider à tout simplement ajuster. Ajuster peut-être pas dans le sens de ce que je voudrais, mais de rester présent à ce qui se passe et de voir que l'intuition, elle est vivante, permanente. C'est pas une donnée qui est gravée dans le marbre de cette manière-là. Elle nous accompagne dans le vivant et elle peut, au contraire, au fur et à mesure, nous guider avec tout ce qui se passe de nouveau à chaque instant. Donc simplement, dans ce qu'on espère et dans ce qui nous inquiète, c'est beaucoup plus figé et puis c'est un peu radical. Donc on est dans des registres qui finalement enferment la vision dans un scénario. Et qu'en fait, dans ce processus, c'est très intéressant d'observer ce qu'au fond de soi, on sait. Et il y a vraiment un processus qui consiste à avoir conscience de ce qu'on se raconte, le mettre de côté et d'observer à ce moment-là ce qu'exprime l'intuition, ce que nous savons, en fait, et en toute honnêteté. Et c'est un moment où on peut être profondément réceptif. C'est pas quelque chose qu'on produit, c'est même pas quelque chose dont on peut s'honorer, s'attribuer. C'est quelque chose, comme tu le disais, Frédéric, dont on sait tout à coup que c'est plus grand que soi et que cela s'impose. C'est là, nous le savons. Et nous sommes à ce moment-là, on produit plus des scénarios, on est à nouveau réceptif. Un réceptif, ça veut dire j'accueille ce qui se passe, même si ça ne me convient pas complètement, même si c'est peut-être douloureux, même si ça s'annonce difficile, même si en réalité j'ai des besoins. Et on peut tisser le fil tout ça, on peut s'apercevoir que les biais cognitifs étaient peut-être simplement là pour cette stratégie inconsciente était tout simplement là pour gagner du temps et tout simplement là pour cacher un besoin que je ne sais pas nourrir moi-même, un besoin face à cette nouveauté, face à cette situation que j'ai bien perçue intérieurement, mais que je ne suis pas capable en l'état de gérer avec les moyens actuels. Et donc c'est très intéressant, c'est même essentiel de pouvoir retrouver le niveau d'intuition et au contraire se replacer dans une situation de réceptivité pour continuellement recevoir cette fois des idées, des pistes, des éléments qui vont continuer à nous aider face à cette situation nouvelle, cette situation relationnelle, cette décision, cet élément complexe que j'ai à traverser. Donc en réalité, ce processus nous permet d'identifier et mettre de côté nos biais et autres pièges, de revenir à une disponibilité suffisante. Je parle souvent de la neige dans la boule qui redescend et on peut voir à ce moment-là beaucoup mieux le paysage et on peut le discerner. Et en réalité, on arrive à un endroit, quand nous sommes vraiment disponibles, où on peut enfin écouter notre corps. En effet, c'est avec à nouveau quelque chose qu'on peut accompagner, c'est effectivement quand on revient à une vraie disponibilité qu'on va pouvoir percevoir de façon beaucoup plus nette, simple, un oui quand c'est oui, un non quand c'est non, quelque chose à propos du temps, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Des choses qui sont simples et que nous pouvons recevoir comme telles. C'est pourquoi finalement le corps est vraiment cet endroit qui ne s'embarrasse pas d'arguments et qui va avoir une clarté dans la manifestation d'une réponse qui peut être très nette, très
très, très perceptible. Alors, le corps est une option. Pour tous ceux qui sont à l'aise, et vous êtes plusieurs à l'avoir manifesté, tous ceux qui parlent plutôt du domaine du rêve ou des images, bien évidemment, il s'agit à ce moment-là de fermer vos yeux et de recevoir vos images intérieures. Chacun sait comment, et Véronique parlait, ou Delphine, de sa voix intérieure, chacun sait comment aller trouver le registre de l'intuition tel qu'il se manifeste en vous, tel que vous l'avez exprimé dès le départ. En tout cas, c'est l'expérience que je fais depuis toutes ces années, et que quand j'observe les différents profils intuitifs, la manière de les accompagner, finalement, toutes ces personnes, c'est de trouver le fil. C'est l'intuition de l'autre qui sait comment trouver ce discernement. Et c'est de retrouver le lien à cet endroit-là et d'accompagner ce lien-là qui finalement peut nous aider à distinguer nos intuitions de nos biais. J'ai une question de Delphine, Victoria, si tu, Oui, si tu veux la prendre maintenant. Quid des oui, personnalités c'est le moment, anxieuses? c'est un bon moment. Oui. Est-ce qu'elles ont moins accès à l'intuition, les personnalités anxieuses qui ont du mal à faire le calme à l'intérieur? Alors, alors Delphine, là, alors évidemment, quand on est anxieux, on sera d'abord plus attentif aux perturbations émotionnelles qu'aux biais. En l'occurrence, le fait d'être anxieux génère un certain type de biais. Les biais, on en a compté plus de 170. En fait, il y en a un peu plus chaque année, à chaque fois qu'on met un nom. C'est un peu comme les étoiles, chacun met son nom sur un biais. Donc, c'est très intéressant. Mais à partir de là, on a une très, très grande diversité de biais. Ce qui est intéressant, alors, enfin, c'est ma posture. Ce que je trouve intéressant, c'est d'observer euh, quels sont les biais auxquels je suis sensible. Parce que je ne vais pas être sous l'effet de tous les biais dans leur exhaustivité. Ça n'a pas de sens. C'est un petit peu comme si on se baladait avec absolument tout notre répertoire alors qu'on s'adresse à une personne. C'est juste d'observer à quel type de biais je peux être, qu'est-ce qui peut être présent. Et de façon plus pragmatique, notamment Delphine, quand on évoque les personnes anxieuses, ce seront plutôt des biais de négativité qui seront présents, plutôt que des biais, par exemple, de confirmation, validation, le biais du planificateur, ou tous les biais qui seront plutôt en faveur d'un scénario qui embellit la situation. Donc, la personne anxieuse va plutôt être sous l'effet de sa peur. Donc là, il y a des questions puissantes à poser. Il y a deux choses, en fait, à faire. La première, c'est de retrouver un calme, son calme. Donc, il y a des techniques pour cela. Moi, je m'appuie sur plusieurs techniques, et ce que je trouve intéressant, c'est quand les personnes ont leur propre approche, leur propre manière de traiter leur anxiété, parce qu'elles se connaissent. Quand on est anxieux, on le sait. Donc, c'est d'observer cet endroit-là, ce ressenti-là, de le traiter, de pouvoir revenir au calme. Et c'est possible. C'est pas possible tout le temps, mais c'est possible à un moment quand on se pose, et notamment pour être accompagné dans un discernement. Ça... Donc voilà, c'est simplement que ça génère des biais particuliers. Et sur les questions clés que nous avons vues, eh bien, c'est plutôt la question qu'est-ce qui t'inquiète qui va être beaucoup plus nourrie que la question précédente sur qu'est-ce que tu espères. Donc voilà pour cette question. Est-ce que On vous en en avait avez une d'autres? précédemment, Victoria, de Jérôme, à Oui, laquelle je tu n'as remonte pas avoir effectivement. répondu directement, qui était, c'est-à-dire que notre intuition décide à notre place comment on reprend le contrôle. Voilà. Euh, c'est intéressant d'observer comment en Occident nous sommes inquiets d'une forme de rapport de force entre l'inconscient et le conscient. Nous sommes inquiets du contrôle, et ça parle, la question parle plutôt effectivement d'un besoin de sécuriser les choses, ou d'un besoin, enfin voilà, d'observer l'inconscient comme un pouvoir particulier. Tout ceci nous parle de qui nous sommes, l'être, notre inconscient et notre conscience, ça ne reste que nous. L'écume de l'océan en fait partie de l'océan. En fait, cet inconscient, c'est simplement qu'en effet, ça a été démontré, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais que dans nos décisions, bien évidemment, la part inconsciente est très, très, très majoritaire. Et c'est très effrayant pour des personnes qui pensent que la matrice
des forces faiblesses enfin, toutes ces matrices sont vraiment à l'origine de nos choix. En réalité, euh, c'est pas, je vais vous proposer un autre mot que le contrôle. Je vais proposer plutôt un terme de présence, de conscience, d'accueil, pour être, parce que ce temps de pause, ce temps où j'accueille, euh, c'est pas vraiment le contrôle, mais en réalité, je peux entrer d'une certaine manière en connaissance de cause. Et ça peut se rapprocher d'une forme de contrôle parce que cela nous rend notre libre arbitre. Nous restons responsables de ce que nous faisons. Et en réalité, plus nous revenons, alors ça ne peut pas être constamment, hein, ça ne peut pas être constant, mais simplement à certains moments, quand en fait, tout l'échange que nous avons aujourd'hui, ça concerne un registre bien précis de l'intuition et des moments précis de notre vie, des moments où on a besoin de discerner. En réalité, ça concerne des situations à fort enjeu. Hein, ça ne concerne pas des intuitions du quotidien, ça ne concerne pas des intuitions où nous sommes, où l'intuition d'ailleurs est libre de se manifester sans être gênée par nos biais. Euh, Dès lors qu'il y a un biais, c'est que la situation elle est délicate pour nous. Donc le contrôle peut-être pas, enfin je sais pas un mot euh, avec lequel je suis proche, ce serait plutôt être en présence, en conscience de ce qui peut se passer, et on ne sera pas en conscience de tout. Il y a un lâcher-prise, effectivement, à avoir. Mais il n'y a pas d'autorité, d'hiérarchie. Je ne le vois pas comme ça. Alors, Véronique avait demandé comment cultiver notre intuition, la favoriser. Est-ce que tu as ta réponse, Véronique, avec cette méthode des clés de discernement ou pas? Sinon, n'hésite pas à ouvrir ton micro et à Oui, interpeller ça serait intéressant de Victoria. vous entendre aussi. Il est midi 20, on peut peut-être faire entendre votre voix. Vouloir faire plaisir en faisant abstraction de sa propre intuition à ce que l'on aime peut-il être un biais? Alors, on est totalement dans le sujet, Véronique. On est exactement dans tous ces registres d'influence. C'est à la fois faire plaisir, euh, ça peut être aussi des choses plus inconscientes, des effets d'influence de la majorité, d'une certaine manière, avec une mise en retrait. Et ça vient à la fois de la nature qu'on peut avoir, mais surtout du parcours et du rapport de confiance qu'on peut avoir en soi, en l'autre. C'est vraiment une position, une posture plutôt, une posture intérieure par rapport à ça. Mais oui, tout à fait. Si pour nous, notre intention est que l'autre soit satisfait parce que nous allons dire faire, choisir, évidemment, ça n'est pas notre intuition dont il est question là. C'est plutôt alors là, ce serait de reprendre la question précédente, ce serait qui décide. Là, c'est plutôt un rapport. Euh, Ce que je vous propose, Véronique, par rapport à cette situation de faire plaisir, eh bien, c'est de pouvoir garder à l'esprit, notamment cette possibilité. Voilà ce que la partie de moi qui voudrait faire plaisir, voilà ce qu'elle ferait. Et de le mettre de côté. Et d'observer une fois que ça, c'est de côté, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je sais à propos de cette situation? Que ça fasse plaisir ou non à cette personne, qu'est-ce que je sais? C'est encore une fois de pouvoir, vous voyez, dans les différentes situations, c'est pouvoir observer, identifier la partie qui fait plaisir et ne pas prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire de ne pas se leurrer soi-même. Parce que déjà, de poser cette question-là, c'est que on ne se leurre pas, on le sait. Mm. Quelqu'un Oui. d'autre a une question, faire une remarque? N'hésitez pas. Donc, Véronique, du coup, est-ce que par rapport à ta question initiale, ta question précédente, tu as ta réponse sur Par rapport au rêve, c'est ça? tu demandais Non? comment utiliser l'intuition, Oui, comment utiliser comment l'intuition? cultiver ton intuition, comment la favoriser. Est-ce que tu as ta Alors, réponse? on peut aller plus loin, hein, on peut aller plus loin. Et Véronique, vous étiez la personne aussi qui avait mentionné vos rêves, c'est ça? Les Oui, rêves, c'est ça. comment Oui, aussi? travailler l'image Donc là, on est et sur un registre plutôt effectivement, des images intérieures, du monde intérieur plutôt sous la forme visuelle. Donc, ça concerne une partie c'est votre sensibilité, hein. On a vu qu'il y a plusieurs formes de sensibilité. Donc là, elle est plus sous la forme d'image que sous la forme d'un ressenti physique et émotionnel. Le rêve,
d'abord, ça se cultive, tout simplement, et il y a quelque chose qui peut être en rapport avec cela. Notre intuition, quand elle vient sous la forme d'un rêve, nous parle d'un sujet souvent complexe, soit pour des raisons émotionnelles, soit pour des raisons tout simplement qui nous échappent, c'est-à-dire dans un registre où on n'a pas forcément la main sur tout. Et que lorsque cela prend la forme d'un rêve, c'est tout simplement pour quelque part nous présenter les choses comme elles sont, nous le montrer, et puis après d'observer ce que cela nous fait. Donc, je vais prendre des exemples de rêves. Il y a des rêves qui sont à prendre tels quels, qui sont des messages. Par exemple, Otto Lévy, qui était pharmacologue dans les années, il y a 100 ans, dans les années 20 du XXe siècle, et qui cherchait dans son registre à comprendre comment communiquaient les neurones. Et en fait, dans sa manière de faire, il avait étudié plein de choses, faisait beaucoup d'expériences. Il utilisait pour ça des grenouilles. Voilà, c'était sa manière de regarder, de tester pour comprendre comment communiquaient les neurones. Et puis, il n'arrivait pas, il butait contre justement des certitudes, contre des choses. Très souvent, quand on est on est avant une découverte, mais on ne fait pas cette découverte encore, c'est parce qu'il y a un élément nouveau qu'on n'est pas prêt à accueillir tellement c'est nouveau, dérangeant. Voilà, c'est vraiment ce registre-là. Et bien là, il a fait un rêve, il a même fait un rêve 2 fois d'affilée, parce que la première fois, il a fait ce rêve, il a écrit son rêve, et le matin, quand il s'est réveillé, il ne pouvait pas relire ses notes. Et il était désespéré parce qu'il savait que ce rêve lui disait très exactement, lui montrait, il se voyait faire une expérience précise avec des éléments qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et la nuit suivante, il a fait un deuxième rêve qui était exactement, enfin qui reprenait la même chose, la même expérience. Et cela nous montre que c'est vraiment, ça vient de cet endroit qui sait et qui vient à un moment où la personne est disponible. Elle n'est pas en train de biaiser, elle n'est pas en train de dire non, de s'opposer, de rester dans ses peurs ou ses fantasmes. Elle est simplement disponible pour un rêve. Et ce deuxième rêve, il se réveille et il va immédiatement au milieu de la nuit faire cette expérience qui va lui apporter un prix Nobel parce que c'est une clé qu'il a trouvée. Donc elle a été apportée par un rêve. Le rêve est si je ne voudrais pas retirer tout le mystère de la fonction onirique, enfin, je ne voudrais pas retirer justement, donner seulement un aspect fonctionnel au rêve, ce serait très limitatif. Et puis, il y aurait beaucoup à dire, Véronique. Mais dans cet aspect-là, il se trouve que dans l'inconscient d'Otto Lévy, il y a eu un chemin possible, presque une brèche ouverte, possible la nuit, où son inconscient était enfin, comment dire, enfin libre de manifester ce que la personne n'était pas prête à recevoir. Et il en va de même, très souvent, j'ai pu l'observer dans les centaines de personnes que j'ai pu observer, dont j'ai pu observer le processus intuitif, etc., et notamment dans les histoires concernant les rêves. Ça venait apporter quelque chose pour laquelle la personne n'était pas forcément prête, et notamment pour ce qui concerne l'avenir, ou qui concerne des choses, des choix, et qui nous présente les choses comme ça, comme elles sont. Après, pour les rêves, ça demanderait encore d'autres clés de discernement parce que nos rêves nous parlent aussi de nos peurs, nous parlent aussi de tout ce qui nous freine. Et donc, c'est intéressant d'avoir une personne qui peut aussi de ne pas être seule avec cela parce qu'on peut très facilement se laisser également entraîner dans des confusions. Voilà. Après, pour cultiver notre intuition, la première chose, c'est d'en avoir le désir, de renouer ce lien je dirais, avec les personnes qui viennent faire ce chemin, de réveiller leur intuition, de rencontrer leur intuition. Ce que je dis souvent, enfin, ce que je propose, c'est de passer d'un côté très fonctionnel, presque utilitariste de l'intuition, à quelque chose de plus intime. C'est d'entrer en intimité, en curiosité avec cet endroit de connaissance qui se manifeste quand on le laisse se manifester, qu'on est suffisamment en silence de tout ce qu'on se raconte, alors peut se produire vraiment une rencontre. Ce je est un autre, cet endroit plus grand que soi en termes de l'océan est plus grand que l'écume et que c'est tout simplement naturel. Donc vraiment d'en avoir déjà le désir, le dessein et vraiment de poser des moments
des instants pour le faire. Ensuite, il y a de nombreuses pratiques qui peuvent nous aider. Et pour ceux qui ont une intuition qui se manifeste par le corps, ça va d'être de trouver le calme et dans le calme, d'entrer en curiosité sur les signaux de notre corps dans les différentes situations, les situations positives, les situations négatives. De retrouver cette sensibilité tout simplement, de revenir dans la nature par exemple. Tout ça, ce sont des registres qui sont plutôt de l'ordre du corps. Il y aurait beaucoup à dire et à expérimenter. Et puis le rêve, on peut avoir un carnet à côté de son lit, poser une question comme si on posait une question à son intuition la veille au soir, et puis d'attendre en fait effectivement simplement ce qui se produit. Ça peut prendre la forme d'un rêve, ça peut prendre la forme aussi tout simplement d'une petite voix au réveil, d'une compréhension sous la douche, puisqu'elles ont souvent lieu la nuit, le matin, et dans les moments, les Anglais ont la règle des 3 B, bed, bathroom and bath. C'est vraiment tous ces moments du matin où c'est à la fois un peu machinal et en même temps on revient dans le monde et on revient avec ce qui nous occupe, parfois nous préoccupe, mais avec quelque chose de neuf, avec quelque chose qui s'offre à nous et qui ensuite s'encombre souvent dans la journée. Voilà comment on arrive au terme de cette capsule. Il est 12h30, je le vois, le temps est passé vite. En Florence, effet, tu voudrais merci. donner un mot de la Merci fin? beaucoup, Victoria. Il est 12h30 tout pile, donc bravo pour le timing. Écoute, mot de la fin, ce sera un grand merci à toi tout d'abord pour cette intervention passionnante et passionnée comme toujours. Et puis merci aux participants qui étaient là, présents. C'est toujours plus agréable d'avoir des interactions en live, même si bien sûr vous pourrez revoir tout ça en replay pour digérer tranquillement tout ce contenu très riche que nous a donné Victoria. Donc, en parlant de digestion, je vous souhaite un bon appétit. On y arrive aussi. Une très bonne journée. On se voit tous à Nantes, j'espère, le mois prochain. Oui, Allez. Victoria, vas-y, je t'en prie. Oui, voilà, c'est si vous avez envie d'en savoir plus, le site internet Intuition Open Source comporte un formulaire. Il y a même sur le Qui sommes-nous, il y a mon adresse mail. Vous pouvez me contacter directement ou nous poser des questions, observer un petit peu comment s'élaborent ces méthodes. Là, aujourd'hui, on en a vu une. Mais bienvenue, parce qu'effectivement, là, ça passe très vite, 1h30, et j'ai soif de vos questions, de vos retours. Voilà, merci beaucoup, Florence, d'avoir créé cette capsule, cette possibilité au sein de la communauté. Avec un immense plaisir, encore une fois. Bonne journée à tous. À très À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci pour les échanges.